Plusieurs milliers de travailleurs dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Des revendications résumées en 29 points remises au ministre de tutelle pour marquer la commémoration de la fête du travail. Toutes les images dans ce journal. À Bobo-Dioulasso, on réclame la libération d'Herman Sirima, le maire de l'arrondissement 7. Incarcéré en février dernier, manque aux populations de sa zone. Réunies au sein d'un collectif, elles appellent à la libération de l'édile. Puis les explications de la nationale d'électricité face aux plaintes de ses clients victimes de délestage récurrent. La Sonabel s'en lave les mains et fait porter le chapeau à la Covid-19 au Ghana et à la Côte d'Ivoire qui ne rempliraient pas leur part de contrat dans la fourniture d'électricité au Burkina Faso. Il est 19h30 et c'était là les titres de votre journal. Soyez les bienvenus. Bonne fête du travail à tous les travailleurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, 1er mai, donc, les travailleurs du Burkina ont célébré le jour qui leur est dédié. Comme à l'accoutumée, ils ont marché à l'appel de l'unité d'action syndicale, une marche de protestation sur fond de dénonciation. Le mouvement syndical en veut à l'exécutif pour avoir rompu de manière unilatérale le dialogue social, une accusation assortie de propositions sous forme de revendication, une plateforme revendicative de 29 points a justement été remise au ministre en charge du Travail, Arsène Kondi-Tamdé. Les travailleurs du Burkina Faso battent le pavé ce 1er mai à l'occasion de la commémoration de la fête du travail. C'est une occasion pour l'ensemble du mouvement syndical de pointer du doigt certains manquements. Ils reprochent à l'exécutif la rupture unilatérale du dialogue social. La dernière rencontre entre le gouvernement et ses partenaires sociaux date de 2017. Depuis lors, rien n'a changé en dépit des interpellations. Pour la réintégration des policiers licenciés, pour la réintégration des travailleurs licenciés, pour l'arrêt des coupures abusives des salaires. Dans la même attitude de distorsion du dialogue social, nous constatons que le gouvernement a procédé à l'élaboration et à l'adoption des textes d'application de la loi 081 sans concertation préalable avec l'UAS. Pourtant, dès août 2020, nous avons dû vous adresser une lettre de protestation et pour demander que l'UAS soit associée à l'adoption de ces textes d'application d'une loi qu'elle a œuvré à faire aboutir. Une plateforme revendicative de 29 points est remise au ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Elle contient des points qui portent entre autres sur la réduction du coût de la vie, le respect des engagements de l'État et la justice sociale. Le premier point, la mise en œuvre d'un véritable dialogue social qui implique la tenue régulière des cadres de dialogue social, le respect et mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs, dont ceux pris avec l'UAS. La finalisation et l'adoption du Code du travail, le relèvement du SMIC à au moins 60 000 francs, le relèvement des salaires des travailleurs du privé, le relèvement des pensions des retraités et la facilitation d'octroi de prêts. Seni Ouedraogo promet de transmettre la plateforme revendicative à sa hiérarchie. Je suis particulièrement heureux de recevoir donc la plateforme revendicative qui synthétise les préoccupations légitimes de l'ensemble des travailleurs de notre pays. Je voudrais enfin vous rassurer que vos doléances seront transmises à qui de droit et ce jour même le directeur de cabinet du Premier ministre, comme vous avez pris le soin de nous faire plusieurs copies, se chargera de transmettre donc à qui de droit ces doléances qui feront l'objet d'examen avec la plus grande attention de la part du gouvernement. Les manifestants ont aussi dénoncé le nouveau système de facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement et appellent à un retour à l'ancienne méthode. Même son de cloche à Bobo-Dioulasso, en plus des mêmes griefs cités. Ce qui pique au vif les marcheurs, c'est bien l'actuel code du travail. Il est jugé esclavagiste. Les manifestants ont pointé un doigt accusateur sur le pouvoir MPP et alliés. Ambiance sur place avec Soto Justin Dabiri.
Tradition une fois de plus respectée par les travailleurs à Bobo-Dioulasso à l'occasion de la commémoration du 1er mai, fête du travail. Ils ont répondu à la marche meeting de l'unité d'action syndicale des Hauts-Bassins. À travers des chants et des slogans, ils ont dénoncé les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leurs activités. Il n'y a pas d'amélioration des conditions de travail au Burkina Faso. En l'occurrence, quand on prend le code du travail, qui est un code de travail suicidaire, on prend les différentes manœuvres que ce régime est en train de traquer sur les travailleurs. On peut dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Les travailleurs vivent toujours dans la précarité. C'est pour lutter contre les injustices. C'est pourquoi nous sommes là. Ben, tout ne va pas, rien ne va. C'est le chaos total. Ben, la santé, ça ne va pas, l'éducation, ça ne va pas, les salaires, ça ne va pas, rien ne va. Pour ce 1er mai 2021, l'unité d'action syndicale des Hauts-Bassins a axé son message sur 2 points essentiels. Il s'agit de la santé et de l'éducation qu'elle juge chaotique au regard des difficultés que ces 2 secteurs rencontrent. Ces 2 segments-là, où tout le monde est concerné, sont pratiquement chaotiques, dans une situation chaotique. Que ce soit la santé comme l'éducation. Alors que de l'autre côté, ce que nous constatons, c'est que non seulement il y a une pression fiscale sur les citoyens, il y a aussi l'élargissement de la base fiscale. Ça pose problème. Le constat que nous faisons, c'est que tout ce qui est aussi accumulé est volé. Et on constate que les gens sont là dans l'impunité, on ne les poursuit pas. Et le citoyen lambda est là. Vous voyez notre hôpital, ça nous trouve dans quelle situation il se trouve. Quand vous regardez les écoles, c'est la même chose. L'école publique, c'est là 100 ans. Et c'est pour effectivement, pour ce 1er mai-là, c'est vraiment attirer l'attention des autorités pour que quand même les choses s'arrêtent. Parce que nous sommes de la génération qui avons bénéficié effectivement de l'État. Nous avons été au lycée dans les années 60 dans de meilleures conditions que nos enfants aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Pour le secrétaire général de la CGTB au bassin, le pouvoir du MPP est seul responsable de la dégradation du système éducatif et sanitaire du pays. Ils sont responsables, tout comme effectivement les partenaires techniques et financiers, ce qu'on appelle les PTF, sont tous responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous disons que quand vous regardez congénitalement parlant, ils sont incapables. Le pouvoir Marc Christian Kaboré est incapable de régler les problèmes dont je viens de parler là. Parce qu'effectivement, ce sont des problèmes qui demandent un courage politique, de l'indépendance, de la souveraineté pour décider. Alors qu'ils n'ont aucune autonomie décisionnelle. Toutes les décisions viennent effectivement donc des PTF, de la Banque mondiale, du FMI. C'est pour d'ailleurs nous disons à notre peuple que cette question-là revient au peuple. C'est au peuple de trouver les moyens pour qu'il y ait un changement. Et le changement que nous demandons, c'est une révolution. Ça c'est clair, il faut une révolution dans ce pays-là, et une vraie. Partis de la Bourse du Travail, les marchands ont sillonné quelques artères du centre-ville de Bobo-Dioulasso avant de se rendre au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, où ils ont remis leur déclaration au gouverneur, représenté par le haut-commissaire de la province du Houé. Du gouvernorat, les marcheurs sont repartis à la Bourse du Travail, où ils ont tenu un meeting. Toujours à Bobo-Dioulasso, s'il y a un autre sujet qui cristallise les passions, c'est bien la question foncière. C'est justement pour des raisons liées à cette question que Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo, a été incarcéré. Une incarcération qui passe mal chez ses partisans. Réunis au sein d'un collectif d'associations, les habitants de la zone à habitat spontané de Belleville se sont dit indignés de la situation. Elle serait à la base de quiproquos dans le cadre de l'appurement du passif foncier. Plus de précisions avec Soto Justin Dabiri. Des habitants de la zone non lotie de Belleville à Bobo-Dioulasso indignés de la situation actuelle de l'arrondissement 7. Selon ces habitants, depuis l'arrestation le 9 février 2021 de Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, ils ont perdu tout espoir de disposer d'une parcelle à leur nom. Ils demandent donc sa libération. Dans ces derniers temps, nous constatons un harcèlement de notre dossier. Je dis bien de notre dossier de justice autorisant certains attributaires de parcelles. Malgré les notes prises par la CNT et renouvelées par la délégation spéciale suspendant les nouvelles constructions dans ces zones dites à problème. Ces actes d'harcèlement constituent un danger grave et portera sans doute un frein à la cohésion sociale dans notre zone, car nous ne saurons où aller. Nous lançons un appel aux plus hautes autorités de ce pays de faire preuve d'indulgence et libérer notre maire, qu'il vienne nous consoler. Je voudrais réaffirmer notre foi à notre justice et espérons que ce cri de cœur sera compris et aura un dénouement favorable pour ce problème.
Cette conférence de presse est aussi une aubaine pour ses habitants de réaffirmer leur soutien au maire de l'arrondissement 7. Nous prenons l'opinion nationale en témoin pour marquer notre soutien infaillible à notre maire à partir de cette conférence de presse. Ce maire jamais égalé depuis que nous vivons dans ces non-lotis dans les années 2005-2006. Des maires se sont succédés. Personne n'a pu nous convaincre. Dès son arrivée, nous avons pu mettre en place un cadre de concertation entre le conseil de l'arrondissement 7 et les habitants des non-lotis qui nous a permis d'être à tous les niveaux de prise de décision pour la résolution de nos problèmes. Ce maire aujourd'hui, incarcéré, nous fait perdre tout l'espoir qu'on avait et nous affecte beaucoup. Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Bobo le 10 février 2021. Il est poursuivi selon le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Bobo pour stéléonat aggravé, stéléonat simple, trafic d'influence, délit d'apparence, acceptation de cadeaux indus et blanchiment de capitaux. Bobo-Dioulasso qui n'échappe pas à ce qu'il convient d'appeler coupure d'électricité sauvage. De très longues heures sans courant, c'est le quotidien des Burkinabés. En cette période de canicule, la grogne monte de plus en plus. La Sonabel est sur le banc des accusés. Acculée par sa clientèle, la nationale d'électricité finit par sortir du bois ce samedi face à la presse. Ahmed Koulibaly et son équipe se sont expliqués. Justin Amonto. Depuis quelques jours, l'on constate des coupures répétées d'électricité dans le pays. La Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, donne des explications à cette situation. Selon la Sonabel, environ 70% de l'électricité est importée du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ces pays connaissent en ce moment des perturbations dues à des dommages de pylônes au niveau du Ghana et de déclenchements généraux en Côte d'Ivoire. Ils nous ont rassurés que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et les perspectives, c'est que avec l'installation de la saison de pluie, aussi bien ici que dans les autres pays, les choses iront de mieux en mieux. Et aussi avec la fin des travaux, la centrale de Kosodo de 50 MW que nous sommes en train de faire ici, les choses iront pour le mieux. Parce que cette situation qui vient avec des problèmes, on connaît une accalmie de 3 jours, 4 jours. Le 5e jour, on a un problème. Ce n'est pas bien que les gens ne soient pas au courant. L'impact de la crise sanitaire due au coronavirus a freiné plusieurs projets de construction de centrales électriques, pouvant amortir des désagréments en matière de fourniture d'électricité. La Covid, ça n'a pas été facile pour tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y avait une centrale de près de 400 MW qui devait être là dès le début de l'année. Elle n'est pas là. Donc ils sont en difficulté. Aujourd'hui, au Ghana, ils sont en difficulté à cause de la ligne. Il y avait la ligne Kintampo-Koumassi qui devait être terminée depuis décembre. À cause de Covid, ce n'est pas terminé. Ils sont en difficulté. Nous également, centrale de Kosodo, elle devait être là. Elle n'est pas terminée à cause de la Covid. Selon la Sonabel, le ministère en charge de l'énergie a des projets de centrales solaires pouvant stocker de l'énergie pour ensuite la revendre à la Sonabel dans les années à venir. L'objectif est de résoudre définitivement ces désagréments liés à la fourniture de l'électricité au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'autre défi de développement, c'est bien la création d'emplois au profit des jeunes afin de lutter contre le chômage. Et en la matière, il y a cette initiative qui veut apporter sa contribution. Il s'agit de la conférence des jeunes entrepreneurs prévue le 22 mai prochain. L'idée du businessman canado-burkinabé Patrick Gagnon, c'est de partager son expérience parsemée d'embûches au service des jeunes sans expérience en matière d'entrepreneuriat. Alexis Belemnaba. Comment gagner un financement privé, maximiser ses ventes et accroître son chiffre d'affaires, gérer ses relations professionnelles et sociales, ce sont là quelques points saillants de la conférence des jeunes entrepreneurs prévue le 22 mai prochain. Initié par l'homme d'affaires et entrepreneur canado-burkinabé Patrick Gagnon, l'objectif est de donner des astuces aux jeunes burkinabés en vue de réussir dans l'entrepreneuriat.
Donc l'objectif, c'est justement de pouvoir donner des astuces, des conseils basés sur mon expérience personnelle dans l'entrepreneuriat au Canada et au Burkina. L'entrepreneuriat est vraiment parsemé de hauts et de bas. Et puis c'est de ces hauts et de ces bas-là que je veux vraiment partager avec les gens. C'est pouvoir donner le courage, pouvoir donner par où moi je suis passé et quand on tombe, qu'on est capable de se relever, comment on fait pour se relever aussi au travers de tout ça. Et puis bon, il y a les bons côtés aussi de l'entrepreneuriat qu'on veut aussi pouvoir échanger, donner les trucs, les astuces pour que ça puisse donner pour eux. Et... Namoya Raouf Ouedraogo, président du mouvement Je protège mon voisin, mais aussi initiateur du projet Un étudiant, une formation en informatique, compte également apporter sa touche à cette session de formation. Par rapport à ma situation aussi, moi aussi j'ai connu des hauts et des bas qui ne sont pas simples. En tant que jeune entrepreneur, jeune président d'un mouvement, d'une structure, c'est pas facile souvent. Donc c'était l'opportunité pour nous d'organiser cette pré-rencontre et de faire partager à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment exceller dans les business. Déjà, ma contribution, c'est de faire passer le message que nous pouvons entreprendre sans passer par des grands moyens. Et on peut s'entourer d'un grand réseautage avec des bonnes personnes pour pouvoir évoluer. Les jeunes entrepreneurs de 18 à 49 ans sont invités à s'inscrire. Les frais d'inscription sont de 7 500 francs pour les étudiants et 12 500 francs pour les non-étudiants. Le grand gagnant recevra une enveloppe financière d'1 million de francs CFA et un accompagnement technique et stratégique de 12 mois de l'homme d'affaires canado-burkinabé. Le saviez-vous, les foyers coraniques sont tous sous tutorat du ministère de l'administration territoriale en lieu et place du département de l'éducation nationale. Conséquence, les conditions d'apprentissage des talibés sont totalement différentes de celles de l'école classique, une situation qui engendre des injustices et qui exclut des milliers d'enfants talibés du système éducatif. La donne doit changer, plaident les acteurs de l'éducation. Ils étaient réunis au cours d'un forum sous-régional sur les foyers coraniques. Abdou Aziz Saré nous en parle. Il constitue une offre éducative traditionnelle très répandue en Afrique de l'Ouest et bien enracinée dans la culture sahélienne. Les foyers coraniques touchent plus de 8000 jeunes au Burkina Faso. Pourtant, ils ne sont pas adaptés aux enjeux sociétaux actuels. Selon l'Union européenne, le contenu d'enseignement de ces foyers ne s'inscrit pas suffisamment dans l'offre éducative plus large, permettant aux talibés d'acquérir des connaissances de base générales et une bonne intégration sur le marché du travail. C'est au regard de cette problématique que se tient ce premier forum sous-régional. Objectif, identifier des pistes de solutions pour une meilleure inclusion des foyers coraniques et des enfants talibés dans les différentes politiques de développement. Comme vous le savez, travaillons ensemble. Les enfants qui vont dans ces écoles, ces enfants talibés sont avant tout, nos enfants sont des Burkinabés. Ensemble, nous devons nous donner la main. Ne pensons pas seulement que c'est un travail seulement des musulmans. Que vous soyez chrétien, musulman, c'est une obligation pour nous de travailler ensemble à intégrer ces enfants dans la société, à faire en sorte que ces enfants puissent bénéficier d'une bonne éducation et aussi d'une formation professionnelle. Pour l'instant, les foyers coraniques sont sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. C'est pourquoi les conditions d'apprentissage des talibés sont différentes de celles des élèves des écoles classiques. Mais le ministère en charge de l'éducation nationale représenté à cette assise rassure. Des concertations seraient en cours pour intégrer les foyers coraniques dans le système éducatif conventionnel. Donc je pense qu'il y a une grande avancée qui est en train d'être faite, mais je pense également aux assises nationales qui sont en train d'être préparées. Et c'est vraiment le cadre idéal pour qu'ensemble, les uns et les autres mettent ensemble leur expérience. Parce que là, on a besoin de partager les connaissances, de partager les expertises, de voir avec l'ensemble des systèmes qu'est-ce que l'on peut faire en commun pour que ces enfants aient à la fois leur éducation religieuse et également l'éducation au niveau de l'école formelle ou dans le non formel, la formation professionnelle, etc. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences est une initiative de l'ONG Diaconia. Il s'inscrit dans le cadre de son projet Dialogue et Changement Social, financé par l'Union européenne. À travers le programme que nous mettons en œuvre, ce que nous privilégions, c'est de créer des passerelles en fait. Des passerelles entre donc les foyers coraniques, l'enseignement franco-arabe et puis l'enseignement classique. Donc pour les enfants en âge d'aller à l'école,
nous privilégions donc qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement coranique, mais aussi pouvoir bénéficier de l'enseignement classique. Et dans ces foyers, nous avons aussi des enfants qui ne sont plus en âge d'aller à l'école. Mais nous leur proposons une formation professionnelle technique pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle plus tard. 2 jours, c'est le temps que va durer ce forum sous-régional. Il connaît la participation du Sénégal, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Éducation, sécurité alimentaire, ce sont là 2 domaines choisis par des partenaires du Burkina Faso pour procéder à des investissements. Le Danemark et la Belgique financent à plus de 5 milliards de francs CFA la mise en œuvre de 3 projets dans 4 régions du pays. Ce sont des initiatives pour aider les populations déplacées internes à faire face à leurs difficultés et aussi pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre. Arsène Konditamdi. 3 projets pour renforcer la résilience des populations déplacées internes au Burkina Faso. Des projets mis en œuvre par l'ONG Plan Burkina Faso pour aider ces personnes à faire face aux difficultés de leur situation. Ces initiatives devraient permettre de lutter contre les violences basées sur le genre et créer un environnement protecteur pour les jeunes affectés par la crise. Tous ces projets, comme vous avez vu, touchent différents aspects de réponse humanitaire pour les personnes qui sont déplacées internes, mais aussi pour les communautés dans lesquelles ils se retrouvent. Donc il s'agit, entre autres, tout ce qui concerne la protection de l'enfant, et des personnes vulnérables, tout ce qui concerne l'éducation et également aussi tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Je veux plutôt saluer la contribution des projets parce que c'est le gouvernement qui a le lead, qui a la mise en œuvre pour l'action humanitaire sur le terrain et les autres partenaires nous viennent en aide et nous saluons leur contribution. De ces 3 projets, l'un est financé par le Royaume du Danemark et les 2 autres par le Royaume de Belgique. Des pays amis qui voudraient ainsi exprimer leur solidarité avec le Burkina Faso. Ce sont des projets qui entrent en droite ligne de nos axes prioritaires, donc raison pour laquelle nous avons fait le choix de financer ces différents projets. Et aussi, on sait que la crise humanitaire touche beaucoup de personnes avec de plus en plus de personnes déplacées. Donc c'était l'opportunité pour nous d'apporter notre contribution et aussi de soulager en partie ces personnes-là qui sont touchées par la crise humanitaire, notamment les jeunes enfants et aussi les jeunes dans leur ensemble. Les 3 projets sont mis en œuvre dans 4 régions du Burkina Faso, le Sahel, le centre-nord, le centre-est et l'est. Ils vont coûter 8 millions d'euros, un peu plus de 5 milliards de francs CFA. À terme, plusieurs dizaines de milliers de personnes devraient être touchées par ces projets. Cet autre projet, mais cette fois-ci mis en œuvre dans cette commune de cette province du Burkina, porté par un consortium d'organisations de la société civile, le projet promotion du leadership féminin veut offrir à la gente féminine de véritables cadres de promotion de ses idées et initiatives afin de lui assurer son épanouissement. Le projet a été lancé le 29 avril dernier à Boussé, Archimède Boy. La gouverneure de la région du Plateau central s'engage formellement à marrainer la prochaine meilleure élève en terminale de la commune de Boussé dans ses études supérieures. Il n'y a pas que cette dernière qui sera parrainée. Appel sera fait à d'autres personnalités politiques, administratives et économiques de plusieurs communes du Burkina pour parrainer les élèves les plus méritantes. C'est l'une des quintessences du projet promotion du leadership féminin dans cette commune de cette province du Burkina, lancé à Boussé dans le Kourouéogo. Parrainage de filles, mais aussi promotion de l'émancipation politique des femmes à travers des actions de plaidoyer et de sensibilisation. Le contenu même des textes, des politiques publiques à leur endroit, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social. Donc il y a également des plaidoyers qui vont être menés. À commencer au niveau politique, on va mener des plaidoyers auprès même des maris, des femmes. Parce que celui qui a le plus d'appui sur la femme, c'est son conjoint. Et ce n'est pas tout. L'initiative va mettre au cœur de ses actions des formations à l'endroit de l'autre moitié du ciel. La maison de l'entreprise qui va faire donner des formations
comment gérer les fonds. Également, il y a comment préserver les fonds. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les fonds si on vient vous les voler ou s'il y a l'incendie qui vient tout brûler. Voilà. Donc, il y aura ça. Et puis, il y a l'aspect des filles. Ça, toutes les jeunes filles, élèves au CEP, au BPC, au baccalauréat qui vont sortir premières des 7 communes, on va les faire parrainer. Et le leadership, oui, mais il y a également un autre pan, et non des moindres, qui est le soutien des filles, le maintien des filles au niveau de la scolarité. Et comme on l'a dit plus haut, c'est que c'est vraiment un domaine, c'est une problématique que Madame le gouverneur prend à cœur et qu'elle soutient. Le projet promotion du leadership féminin dans 7 communes de 7 provinces du Burkina est réalisé par un consortium d'organisations grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Il s'agit de GERDES Burkina, du Centre pour la gouvernance démocratique et de l'Association d'appui et d'éveil Poksada. Bitou, Boussé, Dano, Niangologo, Réo, Sapou et Sindou sont les communes d'intervention. Son projet sera plutôt mis en œuvre dans la région du centre-sud, plus précisément à Gumpia. C'est un projet de réaménagement de l'école primaire de cette localité, porté par Nkoussou Ornella Ruth Kevin Basila, dans le cadre d'un concept de la téléphonie mobile Orange Burkina. L'idée consiste à présenter en 1 minute un projet de développement dans les régions du pays. À l'issue de la compétition, c'est donc la jeune Kevin qui remporte le grand prix d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA pour la réalisation de son projet. Sandrine Zougouri. Toute tremblante et surprise, Kevin Ruth Basila essaie de contenir ses larmes. Vainqueur du concours ambassadrice Orange des régions, elle réalise l'un de ses rêves les plus chers. Porteuse du projet de réaménagement de l'école primaire de Gumpia, Kevin Ruth a su épater le jury. Elle empoche la somme de 12 millions de francs CFA en plus du trophée. À travers son projet, elle veut améliorer les conditions de vie de ses élèves. Un projet qui lui tient à cœur. Et la première fois que je suis arrivée là-bas, ils avaient à peine des latrines. On était juste allés pour leur donner des fournitures et les accompagner avec des habits. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que là-bas, la scolarité était de 2000 francs. Vous imaginez 2000, mais ils n'arrivent même pas à accéder à avoir cette scolarisation-là. Donc ce jour-là, on était tellement émus qu'on a eu à prendre en charge 21 enfants. Donc depuis 2019, j'ai décidé de continuer avec eux, de les accompagner du mieux que je pouvais. Et vraiment, être gagnante aujourd'hui va me permettre de les accompagner encore plus que ce que je faisais avant. Comme elles étaient 13 ambassadrices à démontrer leur vision en termes de développement. Tour à tour, elles se sont défendues. Certaines ont su surmonter leur trac, d'autres non. Julie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je suis... je le tracte. Ambassadrice Orange des régions, un concours pour promouvoir non seulement le leadership féminin, mais aussi permettre aux Amazones de contribuer au développement de leur région. Ces jeunes dames-là, en 1 minute, elles ont pu quand même présenter des dossiers et résumer quand même les business plans et puis l'objectif du projet, où elles vont, ainsi de suite, avec beaucoup d'expertise, déjà en 2 mois de travail. Voilà. On va le faire chaque année, on est bien lancé et vous l'avez vu, je l'ai dit, on a d'autres projets dans ce style-là qui arrivent pour les jeunes, à tous les niveaux, des écoles primaires, les collèges, les universités, les entrepreneurs. On a beaucoup de choses qui arrivent dans le numérique et le digital pour le bonheur du Burkina. Aux côtés de ces filleuls, la marraine s'engage à soutenir ses ambassadrices Orange des régions dans la mise en œuvre de leurs projets. Nous allons voir, nous aussi, à notre niveau, comment renforcer, comment accompagner ces projets qui n'ont pas été primés. Les projets qui ont été primés, nous allons avoir un regard là-dessus. Mais les projets qui n'ont pas été primés, nous allons voir, nous aussi, à notre niveau, comment les accompagner pour qu'il y ait vraiment l'impact. Parce que le développement, c'est déjà à la base. Et donc, quand on a des gens motivés, de jeunes filles motivées qui veulent participer au développement de leur région, il est important pour nous de les accompagner et c'est ce que nous allons faire. On prépare à ce concours 300 candidates, dont 13 des 13 régions ont pu atteindre les phases. La
deuxième et la troisième place sont occupées respectivement par la candidate des Hauts-Bassins et celle du Centre-Nord. Avec ce concours, c'est la digitalisation qui est en marche dans les régions selon les initiateurs. La deuxième meilleure élève au niveau national vient de la commune de Pabré. Toute une fierté pour le conseil municipal de cette commune rurale de la région du Centre qui a organisé une journée d'excellence, une occasion de reconnaître le mérite de l'ensemble des acteurs du système. Sandrine Zouri nous en dit plus. Première du Centre et deuxième sur le plan national, Olivia Kaboré est la meilleure élève régionale au certificat d'études primaires, session 2019-2020. Élève à l'école Saint-Joseph catholique de Pabré, aujourd'hui, ses efforts sont récompensés par les autorités de la dite commune. Elle reçoit ici un vélo, un kit scolaire et un accompagnement de la mairie jusqu'en classe de terminale. Mon secret, c'est qu'en classe, là, si le maître là, nous enseigne, j'écoute bien. Si je ne comprends pas, je demande et puis je pose des questions. Et à la maison, là aussi, je cherche des choses à savoir, je demande aussi. Comme vous l'aviez constaté, c'est une élève qui a été deuxième sur le territoire national, qui a été reçue justement à Kosiam par le premier responsable du pays, le président Rochmal Christian Kaboré, qui a vraiment justement magnifié ses mérites. Donc localement, en tant que maire, et comme c'est notre fille, notre enfant, mais naturellement, c'est indiqué que nous, maires, nous, conseil municipal, on peut justement l'aider parce que déjà, il est rempli de ce que vous savez. Voilà, donc nous avions voulu l'accompagner voilà, jusqu'à ce qu'il termine, en tout cas, le second cycle. Ne vous en faites pas, la moudée ou quoi? Je suis très heureuse de recevoir ce précieux cadeau, une moto qui va me servir de faire mes courses, venir à l'heure à l'école. À Pabré, on enregistre un taux de 98,75% aux examens, ce qui lui a valu la place de 9e sur les 25 CEP du centre. Nous sommes 9e sur les 25 CEP de Ouagadougou, du Kadiogo. Donc je crois que c'est déjà bon et les enseignants sont engagés à faire mieux et donc tant mieux pour les années à venir. Ensuite, pour le compte de cette année, nous avons eu 7 écoles qui ont eu un taux de 100%. Et comme je l'ai dit lors de mon discours, la première du centre, donc le premier élève du centre est une fille d'ici qui a eu 163,5 points sur 170. Voilà, et elle est classée deuxième au niveau national. À travers cette cérémonie, ce que nous cherchons, c'est de créer l'émulation. Magnifier l'excellence dans la commune de Pabré, c'est une première et le maire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À cette cérémonie, le secteur de la santé n'a pas été oublié. Les centres de santé de Pabré ont reçu chacun une moto, une dotation pour permettre à ces centres d'être plus opérationnels sur le terrain. Et c'est terminé pour ce soir, fin d'une semaine de présentation. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Jonathan Ilboudo. Merci à tous de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Ziga dans le San Matenga. Bonsoir.